Aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans mon agence, elle me permet de gagner 95% du temps et du coup, j'ai plus de marge. Et durant les 10 derniers jours, j'ai fait 12K, je crois. Je pense que c'est une anecdote qui déjà est très intéressante pour vous à connaître, mais qui en plus est complètement folle. Et ça peut être dangereux parce que avant de l'avoir rencontré, je me suis fait scam. Et c'est pas grave parce que c'était, allez, on envoie de l'énergie, on avance. Il est un peu greedy, tu vois. Il veut ton argent à tout prix. Alors que si t'es dans l'abondance et que tu sais la qualité de ton service, tu crées du contenu, t'attires des gens, t'as des calls, etc. T'es pas un client prêt, tu vois. Là, tu viens de résumer, aussi simple que ça puisse paraître, tout ce dont on a besoin pour devenir indépendant financièrement avec de la prestation de service quand on est débutant. On tape sur Google, Guideline, contenu IA. On clique sur le premier lien et Google explique noir sur blanc. C'est les mots de Google, c'est publié. Bah écoute, déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien rapidement te présenter, dire qui tu es ? Moi je m'appelle Thibaut Branant, j'ai 22 ans, je viens d'une petite région à côté de la Suisse en France, en Haute-Savoie. J'ai créé une marketplace d'outils d'intelligence artificielle qui s'appelle lacrème.i et aujourd'hui je suis en full time sur mon agence SEO IA Ovirank. On a aussi créé un SaaS, mais on se concentre à 95% sur l'agence aujourd'hui. Je voyage à travers le monde et je suis super heureux. Super. Bah écoute, c'est magnifique, une chance d'être heureux, je pense, en tout cas, car tout le monde ne l'est pas. Alors je vais te poser une question qui va peut-être te prendre un peu de cours dès le début, mais qu'on ne pose pas assez et qui est importante et liée au bonheur que tu viens de citer. C'est quoi ton rêve ? Mon rêve ultime dans ma vie ? Ouais. Toutes catégories confondues ? Ok. Mon rêve dans la vie, il est très simple, sans artifice. Moi, ce que je rêve, c'est d'avoir une maison dans la nature, avec assez de ressources pour vivre sans avoir besoin de solliciter la société et d'être le plus libre possible. Ça veut dire que j'ai envie d'avoir sur Terre mon chez-moi. Parce que je travaille énormément et je voyage énormément. Et aujourd'hui, j'ai un chez-moi en France, chez mes parents, mais c'est pas vraiment mon chez-moi, c'est plus chez mes parents. Et j'ai vraiment envie d'avoir mon chez-moi, que je puisse être le chef de cet endroit et que je puisse y vivre et expérimenter la vie, continuer à apprendre. Ça, c'est vraiment mon rêve et j'ai décidé de l'atteindre en exploitant aujourd'hui pour moi la plus grosse opportunité qui est l'intelligence artificielle via le business en ligne. Et du coup, pour atteindre cet objectif, j'utilise ce véhicule-là. Et grâce à ce véhicule, je peux déjà expérimenter et apprendre 99% de choses que je ne pourrais jamais apprendre si je décidais aujourd'hui de construire une maison, de faire un prêt à la banque et en réalité de faire ce que mon père a fait. C'est-à-dire construire un foyer avec un emploi salarié à côté. Ok. C'est intéressant de voir que quand on avance dans le business et dans cette aventure entrepreneuriale qui est la nôtre, on part tous avec des ambitions, des objectifs et des rêves qui au départ sont souvent liés à l'argent, à la liberté, mais au final on en revient un peu toujours tous à ces besoins primaires dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire comme tu l'as dit, le fait d'avoir un foyer, une maison à manger, une famille, être en sécurité. Et je pense que plus on avance dans le business et dans l'entrepreneuriat justement, et plus on gagne d'argent évidemment, et plus on a ce luxe d'avoir une meilleure conscience de ce qu'on veut. Par rapport à ça, est-ce que si je te demande c'est quoi ton why, tu me dirais la même chose, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais aujourd'hui à l'échelle du business, à part le rêve que tu viens de me citer? Alors, si je fais les actions quotidiennes ou si j'ai choisi ce business-là? Alors plutôt les actions quotidiennes, parce que pour moi le business que tu as choisi, comme tu l'as très bien dit, c'est le véhicule qui va te permettre d'aller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la destination là de ce que tu m'as dit, ou plutôt les raisons qui t'ont poussé à vouloir aller à cette destination avec ce véhicule. De mes 0 à mes 12 ans, j'ai vécu un paradis. Mes parents étaient ensemble, on vivait à la campagne dans une grande maison, mes deux parents avaient des emplois qu'ils adoraient, tout se passait parfaitement bien.
Et j'ai eu vraiment 2 figures d'autorité, paternelle et maternelle, qui étaient bien dans leur basket. Et il y avait vraiment de l'amour chez moi. Il y avait de la sérénité. Il y avait du confort. C'était pas une maison, c'était un vrai foyer. Et en fait, on s'y sentait bien. On s'y sentait vraiment... Il faisait bon vivre chez moi. Et après, il s'est passé plein de choses qui ont fait que je suis passé en fait de presque enfer, même s'il y a des situations bien pires que la mienne. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, dans cette adversité-là, j'ai appris plein de trucs. Il y a plein de choses que je veux modifier et il y a surtout plein de choses que je veux contrôler dans ma vie. Et donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de retrouver ce cadre-là, c'est de le recréer, mais de ne plus être l'enfant, d'être le père en fait. D'être la personne qui a construit ça, qui a construit la maison et qui du coup après s'installe dedans avec quelqu'un pour avoir du coup ce foyer. Ce qui est très différent que d'avoir juste une maison. C'est vrai qu'on se ressemble beaucoup là-dessus, hein, puisque nos ambitions et nos motivations convergent. Et c'est pour ça, je pense qu'au-delà d'être des collaborateurs, on est avant tout des amis. Il y a d'ailleurs une belle histoire à raconter par rapport à ça, si tu me le permets, bien sûr. Je te laisse le privilège. Parce que je pense que c'est une anecdote qui déjà est très intéressante pour vous à connaître, mais qui en plus est complètement folle et va peut-être résonner avec certains d'entre vous quant au fait de sortir de chez soi, d'aller se connecter aux autres, que ce soit dans le business, en networkant ou même au-delà du business, en allant juste parler à des gens. Parce qu'en effet, il y a presque 5 années de cela maintenant, ouais. Alors qu'on vivait toujours en France à ce moment-là et qu'on n'était même pas encore vraiment dans l'entrepreneuriat, on habitait dans la même région, en Haute-Savoie, à la frontière suisse, et il se trouve que, alors que je me rendais d'un point A à un point B en voiture, comme à mon habitude, j'ai croisé sur ma route, littéralement, le chemin de ce jeune monsieur qui faisait du stop, en bon débrouillard et entrepreneur en devenir qu'il était. Et je l'ai pris, en bon entrepreneur que je suis aussi, parce que je pense que c'est aussi ça, être entrepreneur. Alors, prendre des risques pour ceux qui voient le mauvais côté des choses dans le fait de prendre quelqu'un en stop, ou alors juste s'ouvrir et se connecter. Et je me remercie de l'avoir fait, parce que si à ce moment-là, notre relation s'est arrêtée juste au temps d'un trajet pendant lequel on a parlé de tout, de rien, de sport, etc. Finalement, c'est 1 an plus tard, ce moment où je t'ai pris en stop, que je t'ai retrouvé sur Instagram tout à fait par hasard, en scrollant et en voyant que le mec que j'avais pris il y a 1 an en stop, en fait, il faisait du business en ligne. Comme moi. Alors à ce moment-là, comme beaucoup, on était dans cette trend de dropshipping e-commerce, par laquelle beaucoup d'entrepreneurs de notre génération, on va dire, sont passés. Et je t'ai envoyé un DM. Et je vous invite à envoyer des DM aux gens, que ce soit des gens qui vous inspirent, que vous regardez en vidéo sur YouTube, avec lesquels vous aimeriez vous connecter, ou juste des personnes avec qui vous voulez parler, quoi. Et suite à quoi, on s'est plus jamais lâché. On a grandi, on a appris, on a entrepris ensemble. Et maintenant, on se trouve être à plus de 10 000 kilomètres de l'endroit où on s'est rencontrés pour la toute première fois, à vivre le rêve qu'on s'était donné et qui, à ce moment-là, nous paraissait quasi inatteignable, quoi. Clairement, à des milliers de kilomètres dans nos têtes. Ça avait l'air d'être si loin, si dur. Et ça a été dur en réalité. Ouais. Putain, ça a été tellement dur. Ça l'est encore parfois. Ah, mais c'est jamais fini en réalité. C'est Carrément. jamais fini. Mais purée, qu'est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce que ça en vaut la peine? Et donc effectivement, aujourd'hui, ça nous paraît quand même beaucoup plus facilement possible parce qu'on sait, parce qu'on a les connaissances qui nous font nous dire, alors qu'il y a des années qu'on se disait presque que c'était difficile, voire impossible. Aujourd'hui, on en vient presque à se dire l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est simple, voire facile de partir de zéro et de réussir sans forcément avoir de compétences très techniques, d'expérience particulière dans un domaine ou beaucoup d'argent, à atteindre au moins ce niveau d'indépendance financière qui te permet de gagner des 5, 10 000 balles par mois, devenir millionnaire. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un moment donné de l'histoire où ça n'a jamais été aussi simple aussi. Pour autant, est-ce que c'est simple tout court? Moins. Forcément. Mais devenir indépendant financièrement, je crois véritablement que c'est à la portée de tout le monde et n'importe qui. En fait, je pense que c'est à chaque fois la même situation, peu importe ton niveau de revenu.
il y a 5 ans, on voulait gagner 5 000 euros par mois. On nous a dit comment faire. Enfin, on a regardé plein de vidéos YouTube. Il y avait des vidéos qui étaient pertinentes et qui expliquaient voilà, vraiment le business model à choisir, qui pouvait nous correspondre, etc. Mais on ne comprenait pas. En fait, c'est comme si quelqu'un te dit le feu, ça brûle. Tu l'écoutes, tu comprends grammaticalement ce que ça veut dire, mais tant que tu t'es pas mis les 2 mains dans le feu et ressorti brûlé au 3e degré, tu comprends pas. Et je pense que pour le business, c'est pareil. Là, aujourd'hui, on arrive à générer des sommes qui nous permettent d'atteindre notre ancien rêve, mais potentiellement, on a déjà entendu comment atteindre notre nouveau objectif, notre nouveau niveau de revenu idéal. Mais en fait, il va falloir qu'on bosse et qu'on se prenne des murs. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend, et la majorité des gens apprennent comme ça. On apprend de la manière la plus compliquée, la plus douloureuse, entre parenthèses. Carrément. C'est exactement la conversation que j'avais hier soir avec un autre ami entrepreneur que je vais d'ailleurs recevoir aussi en interview très prochainement. Vous aurez l'occasion de le voir d'ailleurs. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et où on se disait qu'il y a quelques années, faire 5-10 000 euros par mois, c'est ce qu'on voulait et ça nous paraissait presque inatteignable, comme on vient de le dire. Et aujourd'hui, qu'on les a fait, on vise de nouveaux objectifs où on se redit la même chose. C'est inatteignable. Alors ça va être long, ça va être dur, mais en vérité, on sait que c'est pas le cas. Et globalement, je pense que c'est beaucoup plus dur de passer de 0 à 5-10 000 euros par mois, c'est-à-dire faire vraiment ce premier pas, que de passer de 5-10 000 à 20, 30, 40, 50, 100. Alors au-delà, évidemment, il y a des paliers, et ce qui t'a emmené ici ne t'emmènera pas là, mais l'idée, je pense que c'est de savoir croire en soi, bien sûr. On va pas vous ressortir les mêmes phrases bateau que tout le monde dit, même si elles sont vraies, et de ne jamais cesser d'itérer, d'apprendre et d'évoluer. Mais en soi, comme tu l'as dit, il y a une différence entre apprendre et comprendre quelque chose. Et ce qui différencie les deux, c'est de passer de la théorie à la pratique. Tu peux pas comprendre véritablement quelque chose, comme tu l'as dit, tant que tu l'as pas expérimenté. Et c'est pour ça que les phrases clichés comme celles que je viens de dire, croire en soi, passer à l'action, ne pas abandonner, vous dites bah oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais si vous avez vraiment été dans la situation où, parce que vous avez agi et que vous n'avez pas abandonné, eh bien vous avez réussi, vous comprenez vraiment ce que ça signifie. Et vous savez à quel point c'est puissant d'agir et de ne pas abandonner. Pour en revenir à toi, c'est quoi ton business, concrètement? Peux-tu nous l'expliquer en détail? Avant de répondre à cette question-là, j'aimerais juste ajouter un petit point à ce que tu as dit. Croire en soi, c'est super important, mais moi, ce qui m'a énormément aidé au début, c'est de croire en ceux qui avaient atteint l'objectif que je voulais atteindre. Quand je suis arrivé à Malte, quand j'avais 19 ans, c'est ça, pour faire un stage dans une agence e-commerce d'optimisation de taux de conversion. Et ben en fait, le CEO, le cofondateur, m'a un peu pris sous son aile. J'étais stagiaire tout simplement. Et il avait vraiment la vie pro et perso. Bon, je connaissais pas trop sa vie perso, mais il avait de l'extérieur la vie que je voulais obtenir. Et moi à l'époque, j'avais 0 skills. Enfin, je savais faire des sites sur Shopify, mais bref, niveau marketing, on est proche du néant. Et en fait, à ce moment-là, je pouvais croire en ma version future qui pourrait réaliser des prestats de services au top, mais sur le moment présent, c'était pas le cas. Et du coup, le fait de croire en cette personne et de me dire, ok, lui, il a atteint un niveau qui existe, qui est réel, tu vois. Et du coup, me dire, ok, bon, faut juste que je fasse le job, je réfléchis pas trop à ce que je pense de moi, je fais ce qu'il me dit, et j'écoute. Et ça peut être dangereux, parce que avant de l'avoir rencontré, je me suis fait scam. Je me suis fait arnaquer pour un coaching, tu vois, en e-com. Et c'est pas grave, parce que c'était, allez, on envoie de l'énergie, on avance. Et j'ai eu de la chance de tomber sur lui, franchement. Mais c'est parce que j'ai tenté tout le temps. Pour répondre à ta question, quel est mon business ? Mon business est une agence marketing de référencement naturel sur Google. Pour faire simple, j'aide les entreprises à ranker le plus haut possible sur Google pour obtenir plus de visiteurs, plus de clients et donc plus de business. J'utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle dans mon entreprise. Pourquoi ? Parce que
si on reprend en gros le triangle du scale de Naval Ravikant, on a plein d'éléments. Il y a le code, le contenu, qui sont ceux qui sont les plus scalables. Les humains et le capital, c'est les deux éléments inférieurs. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas plus de 100K à mettre dans ma boîte et j'ai pas une team de 50 personnes qui est avec moi. Donc, en fait, mes moyens d'avoir du levier, c'est du contenu et du code. Et dans le code, je mets l'IA. Et pourquoi j'ai choisi l'IA avec justement le SEO en fait? Parce qu'avant de créer cette agence, moi j'avais ma marketplace, je faisais de l'affiliation et puis voilà, je faisais de l'affiliation et ça se passait bien. Je me suis dit, ok, l'IA c'est une nouvelle technologie, ça nous permet d'avoir un énorme levier. Un levier du coup via le code entre parenthèses, même si on pourrait rajouter une case. Du coup, l'IA c'est une opportunité. Ok, ça c'est un fait. Maintenant, comment je peux transplanter ça dans le business et le monétiser? Je me suis dit, ok, l'IA ça agit sur 4 points. Le texte, ça peut créer du texte, donc l'IA générative, ça peut générer du texte, ça peut générer des images, ça peut générer du son, ça peut générer des vidéos. Ok. Je me suis dit, en fait, j'ai fait un tableau sur les 4 points que je viens de citer et la qualité et la monétisation. Les vidéos, c'est super facile à monétiser, mais par contre, aujourd'hui, l'IA, c'est éclaté. C'est vraiment pas bon. Après, il y avait le son. Le son, plutôt pas mal. On peut faire des podcasts avec l'IA, mais niveau monétisation, c'est plus compliqué. Et après, il y avait le texte et les images. Les textes et les images sont aujourd'hui vraiment, vraiment bons. Si on sait bien prompter, c'est excellent. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que j'utilise l'IA. Il faut que j'utilise l'IA qui génère du texte et des images. Et comment je peux apporter cette offre, comment je peux formuler cette offre pour qu'elle apporte un retour sur investissement. Parce que du coup, je voulais vendre un service avec ça. Et je me suis dit, ok, quel est le meilleur retour sur investissement et comment il se matérialise sur Internet? Le SEO. Le SEO, c'est du texte et des images et plein d'autres choses, des liens, du maillage interne, des choix des mots-clés, etc. Mais concrètement, je me suis dit, ok, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui font des agences marketing Facebook Ads, il y a des milliers de personnes qui font des agences sur tout type de services, création de contenu, ads, marketing d'influence. Et comme il y en a de plus en plus, il y a de moins en moins de brèches, tu vois. On a moins en moins de gap pour avoir des grosses marges. Et en fait, moi, je crois vraiment au fait que pour faire une grande quantité d'argent, il faut beaucoup d'intensité, donc de travail, mais surtout un avantage. Parce que se lancer sur un marché compétitif, c'est bien, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Mais plus il y a de compétition, plus les prix sont censés baisser et les marges sont censées se réduire. Et c'est ça qui est bien quand même à avoir une techno, un avantage presque déloyal, c'est qu'il nous permet d'avoir des plus grosses marges, donc de réinvestir plus dans le marketing. Celui qui paye le plus pour avoir son client, il gagne. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans mon agence, elle me permet de gagner 95% du temps et du coup, j'ai plus de marge et je vais pas juste faire le même service avec la même valeur que mes concurrents et me prendre plus de marge. Non, je vais peut-être certes avoir 30-40% de plus de marge, mais par contre, je vais plus délivrer. Et là, en fait, tu gagnes parce que la personne paye le même prix, donc ton client paye le même prix, il a plus de valeur, toi, tu gagnes plus. Donc, en fait, pour moi, c'était la solution idéale pour développer une agence marketing. Pas mal de points sur lesquels rebondir, mais un en particulier qui a retenu mon attention et que j'aimerais partager. Tu as pris le parti de l'intelligence artificielle pour te différencier de tes concurrents sur un marché qu'on pourrait qualifier, même si j'aime pas ce mot, de saturé. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 façons de se différencier de ses concurrents en pénétrant un marché, en particulier quand on est débutant. La première, c'est celle que tu as citée, c'est-à-dire l'idée de faire différemment, proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire ne pas réinventer la roue, prendre la base d'un modèle qui marche, mais y ajouter son X-factor, avoir un mécanisme unique. La deuxième façon, je pense que c'est de faire mieux. C'est très dur quand on est débutant en particulier, mais c'est l'idée de faire en fait la même chose que ce que les autres font, là pour le coup sans vraiment réinventer la roue, mais 10 fois mieux, 100 fois mieux, et arriver potentiellement avec une offre ultra quali et donc potentiellement aussi ultra étiquette.
Et enfin, la troisième et dernière manière, selon moi, c'est de se positionner avec un ciblage différent. Par exemple, si tu fais du SEO local, au lieu de t'adresser à des plombiers, si tu veux aller vers les artisans du bâtiment, tu vas peut-être plutôt aller vers les climaticiens. Totalement. Parce qu'ils seront peut-être moins adressés que les plombiers qui le sont beaucoup, même s'ils le sont pas forcément autant que ce qu'on pourrait penser. Et j'en sais quelque chose forcément avec mon agence. Et ouais, je pense que pour vous qui écoutez ce podcast, si aujourd'hui vous prévoyez de lancer un business ou que vous êtes en train de le faire et que vous êtes sur un marché plus ou moins concurrentiel, c'est vraiment les 3 façons que vous devriez envisager, surtout les deux, la première et la dernière, puisque l'idée de faire mieux si vous partez vraiment de zéro, c'est plus compliqué. Maintenant, pour donner du concret aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, et par les chiffres, est-ce que tu peux, afin qu'on puisse te situer et savoir à ton âge, et je t'invite aussi à rappeler ton âge, combien tu as généré d'argent depuis le début de l'année 2024, aujourd'hui on est début octobre, et combien tu as généré d'argent depuis le début du mois d'octobre, c'est-à-dire au cours des 10-12 derniers jours? Alors, moi je vais donner une fourchette ici, parce que j'ai beaucoup lu de stratégie, Sun Tzu, beaucoup, aussi un petit peu Marc Aurèle. Et moi, je suis très à l'aise avec l'argent. Je sais ce que tu vas dire. Mais j'aime bien partager mes résultats plutôt que partager combien d'argent je gagne. Mais je vais donner une fourchette qui n'est pas si large que ça. De 0 à 1 million. Non, je vais être honnête. Alors, aussi parce que j'ai plusieurs sources de revenus. J'ai la crème et j'ai j'ai également Ovirank, du coup, l'agence. Ok, tout business confondu. Tout business confondu. Depuis janvier, donc là on est en octobre, j'ai dû générer entre 35 et 40K. C'est ça. En sachant que j'ai lancé l'agence en février. Et que le premier mois, j'ai pris 5 clients gratuitement. Et durant les 10 derniers jours, j'ai facturé 12K, je crois. Ok. En fait, tous les mois, comme moi, c'est par abonnement, avec un ticket d'entrée qui est entre 500 et 1200 euros. En fait, c'est long, mais une fois que tu signes un client, il reste abonné en fait. Parce que j'ai déjà vendu en 2023 des services à ticket à 2000, 3000, 4500 euros en one time. Mais en fait, ta courbe de revenus, elle fait des pics. Et moi, du coup, aujourd'hui, je me concentre sur développer le meilleur service, être positionné comme un expert, me former énormément. Et comme aujourd'hui, j'ai le luxe d'avoir du temps, en fait, je crafte le meilleur écosystème pour que quand quelqu'un tombe sur le moindre de mes contenus, il soit instantanément hook, il regarde une de mes vidéos YouTube, il rentre dans ma newsletter et c'est fini. Et je sais que dans 6 à 12 mois, il a signé dans l'agence. Et c'est ce qui se passe actuellement. J'ai des calls, pas plus tard qu'hier. Il y a un responsable d'une entreprise en Asie qui font 50 millions par an. Il m'a dit, ça fait 3 mois que je regarde tes vidéos YouTube. Et en fait, jusqu'à présent, on n'était pas sur le marketing, etc. J'ai envie qu'on se mette sur le marketing et je veux que ça soit toi qui t'occupes de notre business. Et en fait, quand on crée ça, on arrête de se comparer aux autres et on est juste avec son véhicule, on connaît sa destination, on voit déjà la croissance, donc on a confiance en nous et on avance sans frustration, sans mauvaise énergie. Alors oui, forcément, on veut faire des sous. J'ai envie de faire des sous avec mon associé Ben parce que je suis pas tout seul dans ma boîte. Et pour moi, c'est le plus sain parce que les gens le sentent. J'ai vraiment l'impression que plus le temps passe, plus les gens sentent quand quelqu'un il est un peu greedy, tu vois, il veut ton argent à tout prix. Alors que si tu es dans l'abondance et que tu sais la qualité de ton service, tu crées du contenu, t'attires des gens, t'as des calls, etc. T'es pas un client prêt, tu vois. Et donc ouais, ça augmente vraiment. Et peut-être que durant ce mois d'octobre, je vais faire autant que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans l'année. Parce qu'on a testé plein de choses. Il y avait aussi bien des tests sur l'IA, nos process. Après, on a lancé le SaaS aussi, il faut qu'on le dise, pendant 3 mois. Donc, il y a eu 3 mois dans l'année où on a cuté notre acquisition client. Ça a été une vraie leçon. Et aujourd'hui, le SaaS, il est passif et on est sur l'agence.
Ok, intéressant. Moi, je pense que ça donne un bon ordre d'idée à ceux qui nous écoutent. Donc ouais, en l'espace de 10 mois, en partant quasiment de zéro, bon, tu avais quand même pas mal de savoir et de savoir-faire accumulés, des apprentissages, des erreurs, des échecs passés. Et je dis pas ça de façon péjorative parce que les erreurs et les échecs, c'est la meilleure chose au début pour pouvoir être là où on est. 4-5 000 euros par mois en moyenne, et puis là tu arrives vraiment sur la phase exponentielle. Tu as parlé justement à plusieurs reprises de cette notion de véhicule, que tu avais choisi ce véhicule pour emprunter la route que tu avais emprunté avec la destination que tu t'étais fixée. Pourquoi ce véhicule d'agence ? Pourquoi c'est ce modèle-là que tu as choisi parmi tous ceux qui existent aujourd'hui dans le business en ligne ? Le modèle d'agence, pour moi, c'est pas le meilleur. Mais c'est le meilleur pour commencer. Pour moi, le modèle d'agence, il permet 5 choses. La première chose, il permet de faire du cash, le plus important. Le cash, ça te permet d'avoir plus de temps. Donc, ensuite, tu peux te concentrer sur d'autres choses. Grâce à ce cash-là, tu vas pouvoir, certes délivrer tes clients, mais tu vas surtout pouvoir avoir 5-6 heures de plus dans ta journée pour te former, etc. Donc en fait, dès que tu as ton premier client qui te paye 2 000 euros par mois, et ben en fait, tu sors directement du système et tu peux enfin jouir de ton temps pleinement pour croître. Croître mentalement, physiquement, etc. Ça, c'est la première chose que le modèle d'agence permet. Le deuxième point, c'est que le modèle d'agence, il te permet de te faire un portefeuille client. Il te permet de te faire un nom. Il te permet d'avoir un portefeuille client. Moi, je suis en B2B. Et en fait, dans le B2B, les entreprises, elles sont en relation avec d'autres boîtes. Et donc, si tu délivres bien, si tu fais vraiment de la qualité, et si ton véhicule, il est solide, et si en fait, tu es honnête avec toi-même, et qu'au début, tu sais que ton service, il est pas ouf du tout, il est même nul, et que tu veux l'améliorer jour après jour, et que tu es honnête avec tes clients, et ben en fait, tu sais que tu vas te faire une réputation bien. Et la réputation, ça se gagne en gouttes, mais ça se perd en litres, tu vois. Ensuite, le troisième point, c'est que ça va te permettre de créer une audience. Tu as plus de temps, donc tu peux créer du contenu. Et ça, c'est le plus puissant, en fait. Parce que après, c'est les gens qui vont vouloir venir à toi et te payer en fonction de ta valeur perçue. Ensuite, le modèle d'agence, il va aussi te permettre de rencontrer beaucoup de gens parce que tu vas déléguer, parce que tu vas devoir peut-être t'associer, parce que tu vas sûrement peut-être voyager, du coup, comme ça reste un business en ligne. Donc, c'est un bon business. Tu vois, tu as des business en ligne, mais physique. Tu vois, par exemple, business de nettoyage où tu fais toute ton acquisition en ligne, mais tu dois délivrer manuellement au début quand tu n'as pas délégué. Donc, avec l'agence marketing ou agence autre que marketing, ce qui est bien, c'est que tu peux directement voyager et sortir de ta ville, en fait. Et le dernier point, c'est qu'il y a des grosses... les grosses marges, c'était le premier point. Le dernier point, c'est que c'est facile à mettre en place. C'est low-tech, en fait. Il n'y a pas énormément de technologie à avoir en place et c'est un véhicule simple. Tu peux vraiment avoir, imaginons, LinkedIn, un Calendly, une offre. Littéralement, tu vois. Tu peux juste faire du contenu sur une plateforme ou faire la prospection, une page de rendez-vous et c'est fin roule, quoi. Fin. Là, tu viens de résumer, aussi simple que ça puisse paraître, tout ce dont on a besoin pour devenir indépendant financièrement avec de la prestation de service quand on est débutant. Et c'est aujourd'hui précisément en ça que je crois et sur quoi je travaille avec ce fameux modèle que j'ai nommé celui du e-service, qui regroupe effectivement 2 archétypes, le done for you, qui va être de faire du freelancing ou une agence. On parle surtout de perception. Quand on parle de freelancing ou d'agence, c'est comme ça qu'on va se présenter aux gens. Mais en vérité, derrière, il n'y a pas d'infrastructure. On vend son temps. C'est ça. Mais vendre son temps en vendant des services plutôt que des produits, c'est la meilleure chose qu'on peut faire quand on est débutant, justement pour toutes les raisons que tu viens de citer, parce que ça coûte rien, les marges sont très élevées, et on peut, avec potentiellement un seul client, en fonction du positionnement qu'on a, du service qu'on a choisi, du problème qu'on va résoudre, réussir à devenir indépendant financièrement. Rien d'autre ne le permet aujourd'hui. Et puis, c'est pas un business, c'est bien un modèle. Comme tu l'as dit, il y a plein d'agences qu'on peut créer dans plein de niches, en proposant plein de services différents. Tellement d'idées d'agences. Donc ouais. Et après, il y a aussi l'autre archétype du e-service qui est le done with you, et qui va davantage s'adresser à ceux étant plus avancés, c'est-à-dire ayant soit une compétence préalable ou alors une passion sur laquelle ils vont pouvoir capitaliser en travaillant avec les gens
plutôt que pour les gens. Et là, on peut s'ouvrir à un autre marché à part le B2B qui va être B2C. Et en le faisant, on peut tout à fait coacher les gens sur le fait d'apprendre à pêcher, quoi, par exemple, ou à faire du sport, ou à manger sainement, ou à séduire. Bref, les opportunités sont vastes. Mais dans tous les cas, le e-service, le fait d'échanger son temps contre de l'argent en vendant des services comme solution à des problèmes plutôt que des produits, c'est de loin la meilleure chose à faire quand on est débutant, comme tu l'as dit, soit en créant du contenu, soit ou en faisant de la prospection, soit en DM, en call, etc., etc. Et puis ce qui est excellent, c'est qu'en fait, dans l'un des points que j'ai cités, on construit une audience et après on peut pivoter comme on veut. On peut pivoter vers de la formation, infoproduit de manière générale, on peut pivoter vers un logiciel, ce qu'on a fait avec mon associé, mais 12 mois trop tôt. Et après on peut pivoter juste sur la création de contenu et être rémunéré pour les vues qu'on génère. Et pour moi, en fait, ça nous permet de passer de 0 à 1. Donc, tu passes de étudiant salarié à indépendant qui a du coup beaucoup plus de temps. Et après, c'est juste que ça compound. Donc, c'est des intérêts composés. Plus tu passes du temps dans ton agence, plus tu améliores ton service. Et si tu es focus sur un véhicule qui est simple, tu peux l'optimiser à fond, tu vois. Et tu peux vraiment gagner du temps et te concentrer sur ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes au client. Et c'est vrai, comme tu le dis, il y a cette notion de transition qui est ensuite possible et plus facilement si effectivement on a une communauté comme Asset, et c'est aujourd'hui ce que font et ce qu'ont fait beaucoup de gens qu'on connaît sur les réseaux, dans la sphère business en ligne. Ils ont commencé en faisant quelque chose, que ce soit de l'e-commerce, du dropshipping, du trading, du SMMA, peu importe, et puis après, parce qu'on le sait, et tu l'as dit, c'est pas forcément le meilleur business à terme, même si c'est le meilleur business pour débuter que de faire du done for you. Quand on veut scaler, c'est plus intéressant de transitionner vers du done with you ou du do it yourself, où là on arrive avec un modèle qui est peut-être un peu moins rémunérateur à court terme parce qu'on va probablement pas facturer autant chaque client, justement parce qu'on ne fait pas pour eux, mais avec eux, voire on leur fait faire eux-mêmes, si on leur vend une formation, alors si on a un SaaS, mais pour autant on peut avoir un volume beaucoup plus grand. Le fait que ce soit déplafonné, c'est ce qui est plus intéressant quand on a un plus grand volume de leads à adresser. Par rapport à ça, tu as cité une potentielle erreur que tu aurais pu commettre récemment avec ce SaaS que tu as lancé trop tôt. Je pense que ça pourrait être super intéressant que les gens en sachent plus pour peut-être pouvoir apprendre de ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Totalement. Et avant de répondre à cette question, je viens de penser à quelque chose pour rebondir sur ce que tu as dit. C'est qu'on peut aussi bien transitionner avec notre audience que transitionner avec notre portefeuille client en fait. Parce que ça va bien transitionner avec la suite. Aujourd'hui, j'ai une agence marketing SEO. J'aide les entreprises à ranker première sur Google. Et du coup, je fais du done for you. C'est mon associé et nos freelances qui font les articles de blog et qui les publient, qui optimisent les sites, etc. C'est mon équipe qui délivre. Un SaaS, le logiciel qu'on a créé, il permet de faire du done with you en fait. Ça veut dire que c'est toi qui vas devoir lui donner le lien de ton site, l'IA va analyser et elle va te donner tout ton audit. Elle va t'indiquer toutes les préconisations et modifications que tu vas devoir faire sur ton site internet pour être optimisé. Après, tu vas avoir de la génération d'articles. Tu vas lui donner ton site, il va analyser les mots-clés, bam, il va te dire tu peux générer cet article, tu cliques ici, ça te coûte un crédit et tu as ton article de blog. Et ça te permet de scale en fait, parce que nous, les clients qu'on a aujourd'hui pour notre MRR, sur notre SaaS, on est environ à 1 000 € de MRR. Donc MRR, c'est revenu récurrent mensuel. On parle à 0 client. Notre email, notre SAV, il est vide. On a peut-être genre 2 mails par mois, des gens qui nous demandent des infos sur notre pricing. Et en fait, on s'est dit, nous, on veut scale. Moi, j'ai mon objectif financier aussi, parce que j'ai pas que mon objectif du coup matériel de situation. J'ai vraiment envie de scale, parce que l'agence, je me suis dit, ah oui, mais je dois parler à des gens, je dois faire des calls, etc. Il y a toujours du temps que je vends, etc. Erreur totale. Parce qu'en fait, si je vends 30 minutes de mon temps à 1000 €, pendant un temps, c'est bien, quoi. Parce que je rencontre des gens intéressants, je connecte, je me fais un capital, et après, je peux pivoter. L'erreur dans ma situation, c'est que, numéro 1,
Les SaaS concurrents, ils sont 10 fois mieux que le nôtre. Il faut dire les choses. Deuxième chose, on n'a pas une assez grande audience avec mon associé pour avoir le levier de notre autorité et de notre valeur perçue pour faire bouger les gens. Parce que quand une personne, elle a connecté son site à un logiciel, qu'elle paye son abonnement tous les mois et qu'elle a sa petite routine tous les jours et tout, c'est compliqué. En fait, il y a assez de friction pour la faire passer à notre solution. Et donc, pour ça, il faut avoir une feature qui claque. Et pour avoir une feature qui claque, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'un SaaS, ça prend des heures et des heures. Et pourquoi on s'est lancé sur le SaaS maintenant ? Parce qu'on avait déjà la technologie dans notre agence. Pourquoi on est seulement 2 dans notre équipe et qu'on n'a pas embauché des gens, qu'on a juste quelques freelances pour nous faire des prestats quand c'est des prestats un peu sur mesure ? C'est parce qu'en fait, nous, on n'a pas de problème de délivrabilité aujourd'hui. Et ça, c'est fou dans notre agence. Parce que d'habitude, c'est la première friction dans une agence, c'est « Ah, j'ai plus de temps pour délivrer, j'ai pas assez de marge pour déléguer, etc. » Nous, aujourd'hui, on n'a pas de problème sur la délivrabilité parce qu'on a mis en place des bons process et on a aussi fait un logiciel en interne. Alors, c'est pas une belle interface, etc. C'est sur des Excel connectés à des Zapier, des Make, qui appellent des API dans tous les sens. Ça fonctionne très bien. Et du coup, on s'est dit, ben, elle est super, notre technologie, on va pouvoir la partager au monde et les gens, ils vont voir nos résultats, ils vont voir notre logiciel, ils vont rentrer leur carte. Sauf que convaincre quelqu'un de s'abonner à un SaaS à 49 € par mois, c'est 100 fois plus dur que de vendre un service à 2000 € au téléphone. Parce qu'en fait, le SaaS, les logiciels, c'est vraiment la coupe du monde des business. C'est vraiment ultra compétitif et on retient la moindre petite imperfection dans un logiciel. Je sais pas pour toi, mais les logiciels que tu utilises, je suis sûr que tu as fait le comparatif de tout ce qui existait, tu vois. Ouais. Carrément. Donc concrètement, l'erreur a été de lancer un SaaS sans avoir développé assez de features, au moins c'est confronté rapidement au marché, on a eu rapidement une réponse, sans avoir une assez grande audience et ne pas avoir d'argument fondamental. Notre seul argument, c'était, regardez, notre technologie nous a rapporté des résultats, ce qui est vrai. Super apprentissage. Mais je suis trop heureux, je suis trop content de l'avoir fait. Surtout maintenant, quoi. Donc, surtout maintenant. Et maintenant, on sait, ok, avec Ben, mon associé, on est là en mode le SaaS. Si on fait une feature avant la fin de l'année, il y en a un qui va se prendre une baffe, quoi. Celui qui se connecte à l'interface utilisateur, ça va mal se passer. L'interface admin. Donc là, actuellement, on est 100% concentré sur l'agence. Et en fait, tout le monde est plus content. Les gens qui sont abonnés à mon logiciel, ils savent que les features, elles vont arriver. On va dire que c'est plus des... pas des fans, mais c'est des personnes qui aiment vraiment ce que je fais et qui veulent utiliser ça, qui regardent mes vidéos YouTube, etc. Des gens qui se débrouillent. Et du coup, c'est encore mieux pour nos clients de notre agence. On se concentre à 100% sur l'agence. Et du coup, je crée du contenu, j'amasse des emails dans ma newsletter. Et l'année prochaine, février de l'année prochaine, on relance le SaaS. Sauf que là, on aura fait une mise à jour. Ovirang V2 va arriver. Et là, attention. Mais pour le moment, on se calme, on se concentre sur l'agence. Et on n'a pas un business pour dire d'être SaaS founder, tu vois. On priorise le cash flow plutôt que le prestige. Par rapport à ça, justement, en ce qui concerne l'agence, que je considère aujourd'hui comme étant ton business principal, c'est là que proviennent la majeure partie de tes revenus et c'est ce qui, je pense, va intéresser le plus ceux qui nous écoutent et nous regardent. Qu'est-ce que tu vends concrètement et à quel prix ? C'est-à-dire aujourd'hui, un client qui vient à toi, à partir du moment où il a payé, bon déjà combien il a payé, qu'est-ce que vous lui délivrez ? C'est quoi le processus étape par étape pour qu'on comprenne mieux ce que tu vends et qu'on puisse potentiellement inspirer des gens, non pas forcément à vendre la même chose, mais avoir une idée de ce qu'est un bon service, une bonne offre à vendre quand on a une agence et qu'on fait du done for you. Première étape, quand est-ce que la personne découvre mon nom, qui je suis. Nous, on utilise 3 réseaux sociaux, mais pour simplifier la chose, on va juste prendre LinkedIn. Je crée un post sur LinkedIn, j'apporte de la valeur. Les gens réagissent, commentent, c'est partagé dans leur fil d'actualité de leurs abonnés, des nouvelles personnes me découvrent. En général, la personne
commente et s'abonne. Ensuite, une fois qu'elle a demandé par exemple un lead magnet que je partage, donc un cadeau que je partage sur LinkedIn, une vidéo YouTube, un PDF, un process, une automatisation, là, je peux enfin la contacter, elle est dans mes DM LinkedIn, elle est dans mes messages privés. À partir de ce moment-là, soit elle va elle-même réserver un appel ou aller dans ma newsletter, la newsletter qui va juste renvoyer vers mes appels, un appel de découverte. Donc soit elle va faire ça, soit elle va pas me demander et c'est moi qui vais la prospecter. En fait, 100% des personnes qui me contactent sur LinkedIn, je vais sur leur profil et je regarde qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Est-ce qu'ils sont étudiants ? Là, je les prospecte pas ou je leur dis juste voilà, j'ai de la valeur sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller voir ça pour plus tard, dans quelques années. Soit ils sont directeurs marketing, à ce moment-là, je leur demande est-ce qu'ils ont un site internet, comment ils sont positionnés. En général, je leur fais un petit audit. Et sinon, les CEO. Et quand tu es CEO, là, direct, je t'envoie un message vraiment bien léché pour que la personne j'ai son attention. Ok, le but, c'est que les gens qui interagissent avec moi sur LinkedIn, je les ai en appel. Une fois que je les ai en appel, on parle de leur situation. Donc moi, je fais 2 appels. Premier appel de découverte, deuxième appel, closing, où je présente une offre. Concrètement, qu'est-ce que je vends ? J'ai plusieurs offres selon les situations, mais j'ai 2 grandes offres. Création et refonte de site internet quand il y a vraiment des gros problèmes techniques et on ne peut pas travailler en fait sur des mauvaises fondations. Et après, j'ai mon accompagnement SEO mensuel, ce que font la majorité des agences. Donc, c'est un accompagnement où tous les mois, on va travailler sur les 3 grands points du SEO. Le point technique, on va corriger le site internet pour qu'il soit rapide, responsive et qui respecte les préconisations de Google et de Bing et des autres moteurs de recherche. Donc là, c'est le point technique. Donc ça, on va agir une fois au début pour vraiment que tout soit corrigé. Après, on va toujours checker tous les mois. Ensuite, le point contenu sur le site. Donc, est-ce qu'il y a bien les bons mots-clés ? Est-ce qu'il y a des bons textes aux bons endroits ? On va générer des articles de blog pour être rankés sur les bons mots-clés que leurs clients et prospects vont rechercher sur Google. Et finalement, il y a le point popularité, mon petit préféré, celui que personne n'exploite réellement sur le marché français, qui est en fait d'avoir des articles et des liens qui viennent d'autres sites. Imaginons, toi, tu as ton site internet Trinity. Si tu veux être mieux ranké sur, par exemple, je dis une bêtise, accompagnement pour devenir CEO d'agence, mot-clé à rallonge, et bah, l'idéal, c'est que tu fasses, par exemple, un article qui parle de ce sujet-là et qui mette un lien vers ton site sur, par exemple, un autre site d'agence ou un site qui soit relié à ta thématique. Si tu vends des tasses à café, et bah, tu peux demander à un site internet qui vend que du café en grains de te faire un article de blog sur toi. Et là, Google va voir, un site internet d'une grande notoriété fait un lien vers ton site, du coup, je peux avoir confiance en toi. La popularité sur Google, c'est comme la popularité sociale. Si je te présente un de mes amis et je te dis, lui, tu peux avoir confiance, les yeux fermés, tu vas lui faire plus confiance si je te dis, oh tiens, je le connais vite fait, tu vois. C'est exactement pareil sur Google. Donc concrètement, je délivre ces 3 points tous les mois pour mes clients. C'est un accompagnement mensuel, donc c'est sur minimum 4 mois. Ça commence à 575 € pour le moment. Je pense que quand la vidéo sortira, les prix auront peut-être un peu monté, parce qu'on augmente en fonction des résultats de nos clients. Et ça peut monter jusqu'à 2500 €. Notre plus grosse offre, elle est à 2500 € par mois, ce qui permet en fait à des entreprises qui ont du cash d'attaquer le SEO de manière brutale pour avoir des résultats rapidement. Voilà ce que je délivre. Et sur les 3 points, du coup, il y a plein de choses qu'on a processisées, systématisées. Pour revenir à ce que tu me disais, j'ai la personne en call. Premier call, on se découvre. Deuxième call, closing. Et une fois que la personne m'a payé, a réglé le Stripe, il faut le plus vite possible qu'elle reçoive des résultats. Il est hors de question et c'est impossible pour une personne qu'elle soit plus de 24 heures, voire 48 heures sans nouvelles. Toute la perception d'un client dans une agence, elle va énormément être impactée pendant les 48 premières heures. S'il n'y a rien qui se passe, la personne elle a l'impression que elle s'est fait voler, quoi. Parce qu'en fait, même moi je l'ai fait au début, on survend
et on sous-délivre, tu vois. La pire des choses à faire. Et donc moi, on a un process en place d'onboarding. Donc on crée un groupe WhatsApp directement. On dit à la personne, on lui envoie les vidéos. Donc tout est templatisé, processisé, systématisé. On n'a que 2 services. On se concentre que là-dessus. On connaît la trame. J'ai toutes les templates des messages. Ça permet d'avoir des clients plus satisfaits et d'aller plus vite, donc d'avoir plus de marge. Donc après, c'est propre à chaque agence, tu vois. Mais nous, on a nos templates, on envoie, on demande les accès aux clients, il nous donne les accès, on lui dit « Ok, maintenant, on va faire ça, ça et ça. On revient vers toi ce jour-là. » Et c'est important de dire quand est-ce qu'on revient vers lui. Comme ça, la personne, elle ne va pas nous harceler. Et quand on revient vers lui, il sait à quoi s'attendre. Et c'est pour ça que c'est bien de présenter une roadmap. Comment on va s'organiser. Et c'est le mieux, c'est de le faire avant le closing. Comme ça, il y a 0 surprise, ça rassure la personne. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez contradictoire ou illogique à première vue. C'est que plus j'ai cadré mon service et plus j'ai dit à mes prospects ce que je n'allais pas faire pour eux et ce que j'allais faire et uniquement faire, plus ça a signé. Il y a plein de clients qui me disent « Ah, est-ce que vous faites aussi des posts Instagram? Vous faites aussi gestion de Google My Business, etc. » Non. Non, on ne fait pas. Par contre, on va vous mettre sur la première page Google, sur toutes vos pages. Réponse super complète. Tu as répondu à énormément de questions. C'était full value. Sur la partie vente, délivrabilité, on a vraiment tout. Du point A au point B jusqu'au point Z sur l'acquisition, l'onboarding, la vente, la délivrabilité. Il y a juste une petite parenthèse que j'aimerais faire rapidement sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA, c'est ton X-Factor. Mais dans le SEO, c'est un sujet qui peut être un peu controversé. Alors, je l'ai appris de toi parce qu'il y a des petits clans et des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Il y a des gros clans. Voilà, ouais. En particulier dans le SEO. Ouais. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pourraient se demander si l'IA est bonne ou mauvaise dans le SEO en moins d'1 minute pour toi qui l'utilises? On va sur le site de Google et de ses annonces, la search centrale. On tape sur Google, Google Guideline Contenu IA. On clique sur le premier lien et Google explique noir sur blanc qu'elle met en avant le bon contenu, IA ou non. Peu importe dont il est créé. C'est les mots de Google, c'est publié. Et si aujourd'hui, les gens n'ont pas de résultats en SEO avec l'IA, c'est pas à cause de l'IA, c'est à cause de leur manière de faire. L'IA, différentes IA, Claude, ChatGPT, n'ont pas tous accès aux résultats Google. Si vous dites à ChatGPT, généralement un article de blog sur les micros, il va vous faire un article de blog. Sauf que peut-être sur le mot-clé micro, il ne fallait pas faire un article de blog, et il fallait juste faire une fiche produit. Et à ce moment-là, en fait, vous allez créer quelque chose que Google va pas mettre en avant parce que c'est pas ce que les utilisateurs recherchent. Ça va pas matcher l'intention de recherche. Donc en fait, il faut, et c'est ce qu'on a fait, créer un système qui va venir comprendre ce qu'il faut délivrer. Et donc aujourd'hui, l'IA en SEO, ça fonctionne. Et moi, je l'ai dit dès le début sur LinkedIn quand j'ai créé du contenu, je suis là pour convaincre personne de ce qui fonctionne ou pas, ou de ce que les gens devraient faire. Je montre juste ce que je fais et mes résultats. Et étrangement, ça marche pour moi, mais ça marche aussi pour tous mes clients, tu vois. Donc, l'IA, aujourd'hui, c'est juste un moyen d'exécuter des tâches. Et c'est comme un employé qui a toutes les connaissances du monde, mais qu'il faut guider sur chaque petite étape. Si tu devais repartir à 0, tu perds tous tes clients, tout ton content, tous tes assets, et que tu devais, en l'espace d'1 mois, repasser au moins 5 000 € par mois. T'as 30 jours. Qu'est-ce que tu fais? Avec le même business model dans la même agence? Enfin, dans le SEO IA ou... Pas forcément. Pas forcément. Si tu penses que c'est la meilleure chose à faire, oui. J'ai 2 réponses, mais pour... Est-ce que j'ai toutes mes connaissances? Oui. Ok. Si j'ai toutes mes connaissances et mes compétences, je me relance dans le SEO avec l'IA et je vais vraiment alléger mon véhicule le plus possible. Ça veut dire que je vais faire du contenu sur LinkedIn, prospecter un max,
et avoir une seule offre d'accompagnement. Mais en fait, je pense que je pense pas que je ferai du SEO du coup, parce qu'il faut des preuves. Et pour moi, à chaque fois que j'ai rajouté des résultats sur ma landing page, j'ai plus converti. C'est vraiment ce que je me suis forcé à faire cette année, c'est passer du temps à obtenir des résultats et les partager, plutôt que forcer les gens et m'épuiser à les convaincre. Donc, je pense que je ne me relancerai pas dans le SEO IA, parce que c'est quelque chose qui prend du temps, le SEO. Ça prend minimum 3 mois avant d'avoir des bons résultats si on part de zéro. Donc je pense que je partirais dans une autre idée d'agence. Moi, je partirais sur une agence, je pense, de podcast IA pour entreprise. J'ai rencontré des entrepreneurs qui faisaient ça, je trouve ça brillant comme idée. C'est déployable instantanément. On peut utiliser la croissance des podcasts et leur popularité en termes de social proof. On peut utiliser plein d'articles en termes de preuves. Et après, ça va être full prospection. Maintenant, là, ce que je ne sais pas, c'est sur quel canal d'acquisition on va faire de la prospection. Pourquoi pas LinkedIn? Pour moi, LinkedIn, c'est une mine d'or quand on sait s'en servir. Un truc qui fonctionne du feu de Dieu sur LinkedIn, mais qui est très controversé, c'est les pods. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un pod sur LinkedIn. Ça me dit quelque chose. Alors, un pod sur LinkedIn, ça va être un groupe, hors ou sur LinkedIn, un groupe d'engagement. Et en fait, c'est uniquement de la psychologie humaine. C'est-à-dire que sur un groupe, il va peut-être avoir 50 personnes. À chaque fois que quelqu'un publie un post, il partage son post, donc il va publier sur LinkedIn, il va prendre le lien, il va le mettre dans le groupe. Toutes les personnes qui ont aussi publié un lien du jour vont devoir aller commenter et interagir sur la publication. En fait, grâce à ça, l'algorithme va voir qu'il y a beaucoup d'engagement à la publication et va le montrer à plus de personnes. Et comme sur LinkedIn, le référencement est basé sur les interactions des personnes et la propagation dans leur réseau, c'est super facile si tu as un contenu qui demande d'interagir pour obtenir un cadeau. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je fais un post où j'offre quelque chose dedans, qui soit bien aguicheur visuellement, et je le mets dans un pod. Parce qu'il n'y a personne qui va commenter une publication où il y a 2 commentaires. Je crée ma publication, je la publie à 13h ici à Bali. Ensuite, je mets le lien dans le pod, je commente tout le monde, les gens me commentent, donc j'ai une 50aine de commentaires, et là ça part. Là j'ai 50 commentaires, je réponds à tout le monde, je monte à peut-être 80, et du coup, j'arrive dans les réseaux de ceux qui ont commenté dans le pod, et leur réseau voit mon post. Et comme le marketing est plutôt bien léché, ça fonctionne bien, il y a d'autres personnes qui interagissent et donc ça se propage. Et c'est comme ça que j'ai des posts qui font des 20-40 000 impressions. Et c'est comme ça que en fait, les gens me contactent pour obtenir ce cadeau-là et après, ils sont entrés dans ma machine. Ok. Donc pour moi, LinkedIn, ça c'est le hack parce que j'ai fait du contenu pendant 2 ans sur Insta, en short. J'ai eu aucun résultat et c'est avec une vidéo que j'ai pris 18 000 abonnés sur Insta. Donc pour moi, Insta, les shorts, comme j'ai pas la compétence aujourd'hui, je le dis et je le reconnais, de buzzer à chaque fois si j'utilise pas le contenu actuel que j'ai qui fonctionne bien, je peux pas compter sur Insta ni sur TikTok. C'est trop aléatoire. Par contre, sur LinkedIn, les gens sur LinkedIn, ils sont moins habitués au marketing agressif des autres réseaux, tu vois. Sur LinkedIn, c'est du B2B. Du coup, si t'es un peu malin avec l'algorithme, tu peux faire plein de choses super intéressantes. Ouais, et puis c'est vrai que dans ton cas, au-delà du fait que tu t'adresses à des professionnels qui ont un potentiel d'achat beaucoup plus élevé sur cette plateforme que sur d'autres, il y a le fait que tu apportes énormément de valeur. Et ça, c'est un élément clé qui est moins utilisé dans les contenus format short, notamment que tu as cité, et ce qui explique que la conversion est moins bonne. L'idée, c'est pas de se concentrer sur la viralité, sur les vues, parce qu'on n'est pas des influenceurs. L'idée, c'est de se concentrer sur l'engagement et la valeur, parce qu'on est des entrepreneurs. Donc, ok, agence, podcast IA, LinkedIn pour l'acquisition, création de contenu, call d'outreach, donc du DM, de la prospection. Très bien. Vu que tu es dans le SEO et que je pense que ça va en intéresser plus d'un que de savoir ça, que ce soit pour l'utiliser soi ou alors pour potentiellement le connaître, quels sont, selon toi, les 3 meilleurs outils en SEO/IA, ton top 3?
Forcément, le premier, j'ai envie de dire mon logiciel. Mais il va le devenir. C'est pas le meilleur actuellement. Il faut forcément qu'il y ait de l'IA ou pas dedans. Parce que des fois, sans IA, ça fonctionne bien. Ça Pas roule bien. forcément, ça peut être du SEO pur et dur. J'ai pas envie de leur faire de la pub. Hein. Non, concrètement, moi, ce que j'utilise au quotidien, SEMrush. Parce que on a toutes les informations sur les backlinks, le trafic, etc. Donc ça, c'est pour l'analyse, création de stratégie, etc. Le deuxième qu'on peut utiliser, génération d'articles, pour moi, c'est mon logiciel. En termes de résultats, c'est mon logiciel qui est le mieux. Et finalement, le troisième meilleur outil SEO IA, Instantly, il me semble. C'est un outil d'email pour faire de l'emailing personnalisé. En fait, ça n'a rien à voir avec le SEO. C'est juste pour faire de la prospection à froid. Il faut faire de la prospection à froid, personnalisée, pour obtenir des backlinks, tu vois. Parce que tu vas pas envoyer un mail à la main à tous tes sites qui sont dans la même thématique que toi. Donc moi, ce que j'ai créé en interne dans mon agence, c'est un petit robot qui va venir taper mon mot-clé sur Google. Il va prendre, en fait, il va lister toutes les URL de mes concurrents ou de personnes qui sont dans la même niche que moi, tu vois, des médias sur l'IA, etc., des médias sur des agences marketing. Et en fait, il va ouvrir toutes les pages de son site jusqu'à qu'il trouve l'email. Ensuite, du coup, après, j'ai une base email de personnes qui travaillent dans la même industrie que moi, que des confrères à moi. J'ai leur site internet et du coup, tu as le site internet, tu as l'email. Tu peux prendre les infos du site internet, tu te fais un email sur mesure, tu envoies l'email pour demander un backlink justement. Ça, c'est un truc super puissant. Donc, sortir un peu des sentiers battus, ouais, ça fonctionne bien. Si tu pouvais, grâce à une baguette magique que tu avais, changer une chose que tu as fait ou que tu n'as pas fait avec ton agence à ses débuts, qu'est-ce que tu changerais? Waouh, la question. Changer quelque chose que j'ai fait ou que j'ai pas fait, c'est dur. Plus me former. Ouais. Plus me former, la vérité. En fait, j'étais tellement dans la formation du no-code pour créer une bonne techno que je me suis pas formé sur le SEO et j'ai perdu beaucoup de temps en fait à mettre en place des stratégies et de me dire le SEO ça prend du temps, il faut encore attendre un peu. Et en fait, j'ai attendu. Et il y a des strats qui ont juste pas marché, mais du coup, je les ai testés, tu vois. Pour moi, j'ai toujours eu ce profil-là de me dire, je mets les deux mains dans le feu et j'apprends après, tu vois. Et plus le temps passe, et plus je me dis, quand même, se former en même temps que faire des actions, c'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma routine de mes journées, toutes mes journées sont similaires. Et je compound sur tout, j'utilise les intérêts composés sur tout, y compris sur ma formation personnelle. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que le SEO, par exemple, tu lances des ads, Google Ads. En une semaine, t'es fixé. Même 2 semaines, si tu veux attendre vraiment. En SEO, c'est minimum 2-3 mois, quoi. Ça dépend si tu as un nouveau site de zéro ou si tu travailles sur le site d'un client, mais tu peux pas te permettre de tester des strats sur des sites de clients, tu dois tester sur ton propre site. Donc plus me former, ça serait la seule chose. Ok. Alors, je pense que la réponse à cette question va aider beaucoup de personnes qui étaient dans cette situation, c'est-à-dire celle de débutants, se lancer dans le business en ligne pour devenir indépendant financièrement. Si tu pouvais remonter le temps et donner un seul et unique conseil à ton toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Un seul conseil du Thibaut qui n'a jamais créé de business et qui veut créer un business, va pas en école de commerce. Waouh. Pour moi, c'est le seul conseil que je pourrais me donner parce que j'ai testé. Ok, ça fait 4 ans que je bosse en ligne. Ok, je suis pas encore au 100K par mois. Mais en 4 ans, j'ai fait 1 an d'e-com avec mon papa. Ensuite, j'ai été dans le Web3. J'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des gens du monde entier. J'ai voyagé. Ensuite, j'ai appris l'anglais. J'ai vendu sur le marché américain. J'ai accompagné des SaaS qui faisaient 50 000 euros par mois de revenus pendant le boom de l'IA. J'ai rencontré des gens que je suivais sur Internet. J'ai voyagé. J'ai visité une dizaine de pays.
Et finalement, j'ai trouvé mon mentor, j'ai trouvé ma voie, j'ai développé mon logiciel, j'ai développé mon audience pendant ces 4 ans-là. Et je me suis découvert en fait au fil des business. Et donc, je viens d'avoir le petit conseil que j'aurais pu me donner en mode concentre-toi sur un seul business model et focus-toi sur une seule offre, etc. Mais non, ce serait un mauvais conseil à me donner parce que j'ai testé plein de choses. Alors oui, on est sur les réseaux, il y a des gens, ils promettent monts et merveilles et c'est très bien s'ils y arrivent. Moi, mon histoire, ça a pris du temps, j'ai testé plein de choses et aujourd'hui, je peux parler avec des gens qui font de l'e-com. Et donc pour moi, c'est juste et plus de temps et ne gaspille pas l'argent de tes parents, même si ils pensent que c'est la meilleure des choses à faire. Parce que le monde de nos parents n'est plus le monde d'aujourd'hui et ça sera sûrement pas le monde de demain. Donc ouais, cette école de commerce, elle m'a vraiment marqué très très négativement en réalité. Dernière question, c'est la question habituelle de ce podcast. Si tu devais me recommander un invité que je n'ai pas déjà prévu de recevoir, alors je dis dans mon podcast, mais on parle plutôt d'interview en vérité, ce serait qui ? Interview pour interviewer quel type d'entrepreneur ? Eh bien, idéalement dans la prestation de service, dans le e-service, comme j'aime l'appeler, puisque c'est tout mon sujet. Marché francophone ? Mm-hmm. Alors, il y a une interview que je veux absolument voir et découvrir. Et je pense qu'elle est peut-être planifiée, je sais pas. Mais l'ami qu'on a en commun, Gilles, j'aimerais vraiment plus connaître son parcours et savoir quel est son véhicule. Alors c'est prévu, c'est planifié. Ok. Donc là, spoiler, si tu devais du coup me citer une autre personne, que ce soit quelqu'un de ton réseau, un ami, un client, un mentor, peu importe, un prestataire de service, un entrepreneur du business en ligne dans le e-service, ce serait qui ? Thomas Giraud. Sûr et certain. Ok. Thomas Giraud, si tu vois cette interview, tu es le bienvenu. Merci Parfait. Thibaut. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli.